Paris, l'une des villes les plus embouteillées d'Europe. Chaque jour, des milliers de voitures engorgent les 1700 km de bitume de la capitale. Dans cette véritable jungle urbaine, se faufilent les deux roues, motos, scooters. Parmi eux, des professionnels qui n'ont peur de rien, les coursiers. Difficile de les compter, beaucoup n'étant pas déclarés. Ils seraient 3000, peut-être plus. Nous avons suivi l'un d'eux le temps d'une course. Fred roule depuis plus de 10 ans dans Paris. À 30 ans, ce jeune père de famille a déjà eu des accidents, mais visiblement pas de quoi freiner sa conduite, très dangereuse. Plus il livre de plis, plus il gagne d'argent. Il va donc toujours plus vite, quitte à mettre en danger sa vie et celle des autres. C'est une course en super, on a les retours, donc c'est-à-dire il faut le faire en moins d'une heure. Problème, il est midi, une des heures où la circulation est la plus saturée dans Paris. Pour traverser la capitale du nord au sud à cette heure-ci, il faut compter au moins 1h30. Sur son scooter, Fred compte réaliser ce parcours en 45 minutes. Sa technique pour y arriver, griller tous les feux rouges. Couloir de bus à contresens, ligne blanche. Ici, il double ce taxi par la droite. Tout cela sans jamais utiliser ses clignotants. Durant sa course, il ne posera quasiment jamais un pied à terre. C'est dangereux pour vous? Très dangereux. Pourquoi? Ça glisse. On a besoin de partir vite pour livrer un pli de merde. Même s'il semble très remonté, ce métier est devenu pour lui comme une drogue. C'est pas le boulot, c'est ma vie. Au total, Fred aura commis 14 infractions durant sa course. Près d'une toutes les 3 minutes. Mais une fois de plus, il finit son rodéo sans embûche et livre son pli en moins d'1 heure. Donc là, t'as mis combien de temps? J'ai mis 3 quarts d'heure. C'est une bonne moyenne? Très bonne moyenne. T'as l'impression de te mettre beaucoup en danger, là? Très. Beaucoup en danger, bien sûr. Comme tous les coursiers, Fred se rend compte du danger, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. La pression de son patron le pousse à aller toujours plus vite. C'est devenu un de ces forçats de la route au comportement extrême. Coursiers, taxis, routiers, tous sont des professionnels de la route. Ils gagnent leur vie grâce aux kilomètres de bitume qu'ils parcourent. Mais tous les jours, ils flirtent avec le danger. Alors qui sont-ils vraiment? Dans les grandes villes, les deux roues slaloment en permanence entre les voitures et multiplient les infractions. Ils représentent un tiers des victimes de la route. En civil, les motards de la préfecture de police de Paris les traquent sans répit. Oh! Faites quoi là? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous osez me demander ce que vous avez fait? Avaler des milliers de kilomètres chaque semaine, c'est le quotidien de 400 000 routiers en France. Pressurisés et surveillés à distance par leur patron, ils sont devenus des esclaves de la route. Nous avons suivi le quotidien de l'un d'eux sur 4 jours et 1600 km. On m'appelle et on me demande qu'est-ce que tu fais sur l'autoroute. C'est du flicage, ça c'est clair. Pourtant, conduire un poids lourd est un métier risqué. Les accidents sont toujours très spectaculaires. L'an passé, près de 60 routiers sont morts sur les routes. Des drames brisant des familles entières. Ils sont près de 18 000 à sillonner la capitale et ont très mauvaise réputation. Ce sont les taxis parisiens. Leur quotidien s'est durci. Baisse de la clientèle, concurrence agressive voire déloyale. Pour sauver leur emploi, certains se battent avec des armes étonnantes. Ossine, chauffeur depuis 25 ans, a choisi l'humour. La nuit, pour maintenir l'ordre, une unité de police dédiée aux taxis les surveille. Ce sont les Bowers. Ils traquent les infractions et font la guerre aux taxis clandestins qui rôdent la nuit, à la sortie des discothèques. Non, c'est moi, rien demandé. T'as rien demandé? Non. T'as rien demandé, monsieur? Non. Coursiers, routiers, taxis, plongés dans l'univers de ces forçats de la route. Paris, 14 h. Nous retrouvons Fred, notre coursier.
Il en est à sa 7e course de la journée. Sur la route depuis 5 heures, il ne s'est toujours pas arrêté, même pas pour déjeuner. Un travail intensif, mais pas très rémunérateur. Vous faites combien de kilomètres à peu près chaque jour, chaque semaine? Tous les jours, on va dire entre 80 et 100, voire 120. Globalement, vous touchez combien? On va dire entre 1500 et 2000. Et encore, il faut les faire. En effet, Fred est en CDI. Il touche un salaire fixe de 1100 € net par mois, complété par des primes pour chaque course urgente effectuée. Plus il livre, plus ses revenus augmentent. Il n'a donc pas d'autre choix que d'appuyer sur l'accélérateur. C'est un métier, voilà, le métier de pression, voilà le métier de la course. Les patrons, ils en ont conscience de ça? Ils ont conscience, mais eux, pour eux, c'est la poche. Parce qu'eux aussi, ils ont une pression aussi au niveau des clients. Donc, Comme tous les jours, Fred va enchaîner les courses. Hôtel de ville, Bastille, Montparnasse. Pas le temps de profiter de la visite. Il est 18 h quand il livre son dernier pli, le 15e de la journée. Pour atteindre ce score, il a accumulé les prises de risque. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? c'est se lever le matin et se dire j'espère que ce soir on rentre à la maison. Parce que c'est un métier très dangereux. On peut perdre sa vie tous les jours. Et on court à droite à gauche pour rien du tout. En moyenne, Fred réalise une dizaine d'infractions chaque jour, soit entre 20 et 30 points. Alors pour ne pas perdre son permis de conduire, il a une parade. Depuis plusieurs années, il se rend chaque mois chez son avocat, un spécialiste du code de la route. Maître, bonjour. Vous allez bien? Merci. Aujourd'hui, il vient au sujet d'un feu rouge qu'il aurait grillé il y a quelques jours. Vous m'avez parlé d'un dossier supplémentaire. Je vais parfaitement voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sauf erreur, il reste 6 points, je crois, à vérifier puisque monsieur m'a confié beaucoup de dossiers. Et l'idée, c'est de faire durer l'ensemble de ces infractions de façon à ce qu'il ne perde pas l'intégralité de ses points. Puisque là, on est sur un feu rouge, c'est déjà 4 points. Il m'a confié aussi d'autres excès de vitesse. Et si toutes les infractions tombaient à cet instant X, aujourd'hui, il serait sans possibilité de conduire puisque son permis aurait été annulé. Et à partir de là, il aurait perdu son travail et toute sa vie sociale. L'avocat joue avec les défaillances de procédure et certaines imprécisions dans les textes de loi. Pour protéger son permis, et donc son outil de travail, Fred ne regarde pas à la dépense. Ce genre de service est facturé près de 2000 € par dossier. C'est l'un de mes plus fidèles clients. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui me recommande chaudement auprès de ses amis aussi. Donc ça doit faire à peu près, je sais pas, 8 ans. 7-8 ans. Un business lucratif pour l'avocat et efficace pour Fred. Une fois de plus, il passe entre les mailles du filet. Le plus économique serait de changer de conduite, mais pas sûr que cette option l'intéresse. La date de l'infraction, de la deuxième infraction, très bien. D'accord. Je prends des risques. Vous en avez conscience? Oui. Et vous n'arrêterez pas? Non. Je n'arrêterai pas. Les habitudes, on ne peut pas les changer. Dans leur course au temps, les hommes comme Fred prennent toujours plus de risques. Des comportements dangereux qui poussent les forces de l'ordre à mener une guerre sans merci à ces professionnels en deux roues. Bruce et Florent font partie de la compagnie des motos de la préfecture de Paris. Il est 8 h du matin. Leur journée de patrouille commence. Habillés en civil sur une moto banalisée, ils vont se fondre dans la masse pour mieux traquer les délinquants de la route en flagrant délit. Comme ce coursier à vélo qui va griller sans scrupule 2 feux rouges sous leur nez. Bonjour monsieur, vous pouvez nous présenter une pièce d'identité s'il vous plaît? Bien sûr. Pour moi vous avez un comportement un peu suicidaire mais bon. Parce que c'est mon métier, je suis coursier, je l'ai course urgente, je suis obligé quoi, je suis dans mon métier. D'accord. La réponse est classique, l'urgence avant tout. Ces forçats de la route semblent obnubilés par leur course et ne voient même plus le danger. Pas de piéton, je suis passé, pas de piéton. Pour moi, il n'y a pas de danger quoi. Les dangers, c'est ceux qui sont motorisés quoi. Nous à vélo, on n'est pas des dangers quoi. Je dis, jamais eu d'accident. Voilà. Vous faites combien de courses par jour là? Bah, ça dépend, 25, entre 25 et 30 quoi. Si on s'arrête à tous les feux rouges, si on s'arrête derrière les scooters qui avancent pas, c'est pas la peine quoi. C'est ma manière de rouler quoi. Je ne pourrais pas jamais m'arrêter à tous les feux rouges, c'est impossible.
90 € pour un feu rouge, je pense que c'est peut-être pas votre journée de boulot, mais pas loin non plus. L'amende met le coursier en colère, mais sûrement pas assez pour lui faire changer de conduite. Je suis pressé, là, il va falloir que je reparte à balle, pareil, encore pire. Quoi. Je comprends qu'il se dépêche. Le problème, c'est que le jour où il finira paraplégique ou autre, là, il aura gagné sa journée. Donc c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Malheureusement, je pense qu'il refera la même chose. Je suis même certain que si on le rattrape dans 5 minutes, on le verra continuer son comportement. Ce qui est triste, mais bon. Et Florent n'est pas au bout de ses surprises. Quelques minutes plus tard, la tension monte d'un cran. Un scooter gris arrive à vive allure et leur coupe la route, sans hésiter à franchir une ligne blanche. Le conducteur s'engage ensuite en sens interdit sur une centaine de mètres. Les policiers le prennent en chasse et tentent de l'interpeller. Pour y parvenir, Florent est obligé de l'attraper par le bras pour qu'il s'arrête. Faites quoi là? Qu'est-ce que... Non mais vous foutez de ma gueule. Arrête-toi, on va lui expliquer, monsieur. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous osez me demander ce que vous avez fait? Je crois que je vais vous le décrire. Attendez. Vous pouvez me présenter carte grise, assurance, permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Alors, si vous voulez savoir ce que vous avez fait un contournement par la gauche d'obstacle, 90 €, pas de retrait de points. Vous avez fait un franchissement de ligne blanche, 90 €, 3 points. Circulation en sens interdit, 90 €, 3 points. Vous voulez que j'en trouve encore d'autres ou... Cet homme a réussi à énerver Florent. Sous ses yeux, le chauffard a enchaîné plus de 4 infractions qui auraient pu être lourdes de conséquences. Pourtant, face aux remarques du policier, l'homme semble ne pas comprendre. Votre casque qui n'est pas homologué, il n'a pas les autocollants réfléchissants, 90 €, 3 points. Je peux encore en trouver, hein. Ah ouais, non mais il va falloir un petit peu réfléchir, revoir un peu le code de la route. Je me permets. Merci. Ce qui m'énerve, c'est que je suis en deux roues tous les jours et je supporte un peu l'image que ce comportement donne en fait aux deux roues. L'automobiliste, pour lui, le scooter ou le motard, c'est celui qui fait les lignes blanches, qui brûle les feux rouges, qui roule à contresens, qui enquiquine le monde en fait. Tous les jours, Bruce et Florent interpellent des coursiers ou livreurs prêts à tout pour gagner leur vie. Mais loin des grandes villes, d'autres professionnels de la route prennent des risques quotidiens, sous la pression de leur patron. Nous avons suivi l'un d'entre eux. 6 h du matin, près d'Arcachon. Franck Laneluc est déjà prêt à aller travailler. Dernier petit déjeuner avec son épouse, avant de partir pour une semaine. Franck est routier et à 44 ans, il a passé presque la moitié de sa vie sur la route. Chaque lundi, c'est le même rituel. C'est l'habitude maintenant, c'est comme tout le monde, c'est comme monsieur tout le monde, quoi. Il y en a qui partent au travail tous les jours. Lui il part, mais bon, je sais qu'il rentrera qu'en fin de semaine, donc c'est notre vie, c'est... Voilà. Pourtant, chaque semaine, Sandrine a toujours une petite appréhension quand elle voit son mari partir. Et de toute manière, sur la route, c'est toujours dangereux, quoi. Toujours dangereux. Il y a les heures de travail, la fatigue... Oui, bien sûr. En plus des dangers liés à la conduite, le métier de routier s'est beaucoup dégradé ces dernières années en France. Et c'est ce que nous allons constater en passant près d'une semaine avec Franck dans son camion. Son premier geste en arrivant dans son véhicule, mettre cette carte magnétique dans le boîtier qui contrôle son parcours en permanence. À l'intérieur de sa remorque, 26 tonnes de bobines de papier à livrer. Son défi cette semaine, parcourir plus de 1600 km en 4 jours. Là, on est parti. Le début de la semaine est surtout le début d'un décompte infernal. Ce mouchard électronique surveille l'activité de Franck et enregistre tous ses faits et gestes. Son temps de chargement, sa conduite, sa pause déjeuner et les kilomètres parcourus. Le routier est sous contrôle toute la journée. Un flicage qui lui met une énorme pression. Il passe son temps à surveiller l'horloge. Au bout de 4h30 de route, première pause obligatoire. Il est midi. Pour gagner du temps, Franck ne va pas déjeuner dans un restaurant routier. Il va s'arrêter sur cette aire de repos et manger dans sa cabine. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on s'arrête pour faire 3 quarts d'heure de coupure. Donc pour manger,
pour 45-46 minutes, puisque je fais toujours une minute de plus, 46 minutes, et ensuite on redémarre et on repart. Ça, c'est les coupures obligatoires. À côté de son siège, Franck a installé un petit frigo. À l'intérieur, des plats cuisinés par son épouse. Chaque jour, un menu différent. Et pour éviter de manger froid, c'est système D. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je fais cuire ma viande. On peut voir? Ouais. C'est là, bon. Ça tient, ça fonctionne, c'est bien. Grâce à un réchaud posé à l'abri du vent, ce midi, il va déguster une belle côte de porc. Un menu, si ce n'est gastronomique, du moins très économique. Je sais pas combien ça me revient, bon, il y a 4 €, un truc comme ça. Je préfère économiser le restaurant la semaine et m'en faire un le week-end. Avec ma femme, on va au resto, bon, c'est plus sympa. Une pause de courte durée. Dans moins de 15 minutes, Franck devra reprendre la route. À une centaine de kilomètres de là, c'est aussi l'heure du repas. Daniele et son ami font cuire ce ragoût maison qui a fait le voyage depuis le Portugal. À 60 ans, Daniele est sur la route toutes les semaines et traverse la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Lui aussi a vu le métier se détériorer ces dernières années. Selon lui, à cause de la concurrence des routiers d'Europe de l'Est, qui ne respectent rien. Daniele ne se sent plus en sécurité ni sur la route, ni sur les aires de repos. Le seau qui est là, c'est pour faire le pipi dans la nuit. Parce que vous avez peur de sortir la nuit dehors? Et oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être agressé la nuit? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais pas confiance dans les gens de l'Est. J'ai peur, très peur. Ils ne sont pas peut-être tous pareils, comme nous, les Portugais ou les Français, mais la plupart sont dangereux. En effet, ces dernières semaines, la police est intervenue plusieurs fois sur ce parking. L'alcool serait à l'origine de nombreuses bagarres entre routiers. Ils sont bourrés, ils n'arrivent même pas à monter dans leur camion. Le soir, des fois, ils conduisent. Pologne, Bulgarie, République tchèque. Ici, aucune plaque française. Depuis plusieurs années maintenant, les transporteurs travaillent beaucoup avec les pays de l'Est. Ces hommes passent parfois plusieurs mois en France, sans jamais rentrer chez eux. Des salariés peu chers, mais souvent moins attentifs au volant, et qui se moquent du code de la route ou des heures de conduite, en enchaînant parfois 12 heures, voire plus, sans dormir. Ce sont eux les nouveaux forçats de la route. Vladimir est bulgare, mais connaît bien nos autoroutes. 16 000 km par mois en moyenne et un salaire au rabais. Si Paul gagne 2000 €, Ivan, lui, gagne 1000 €. C'est ça la différence. On mange, on boit, on dort, on est comme des robots. Ces hommes presque sans limite constituent une nouvelle concurrence terrible pour les routiers comme Franck. D'autant qu'ils sont employés par les mêmes entreprises françaises qu'eux. Une situation problématique qui alimente souvent leur dîner. Maintenant, rappelle-toi, il y a une quinzaine d'années. Le marché s'est ouvert aux Espagnols et aux Portugais. Eux, ils cassaient les prix. C'était le même principe que maintenant avec les pays de l'Est. Eux, ils évoluent, puis nous, on descend le côté. Oui, de toute façon, nous, on ne monte pas, ça c'est sûr. Ils abîment le métier, en fait, quelque part. Bah ouais. Cette concurrence des pays de l'Est a surtout un impact direct sur le quotidien de Franck et ses acolytes. La soirée ne va pas s'éterniser pour notre routier. Il est 23 h. Après un brin de toilette, il va comme tous les soirs se coucher dans son camion pour une courte nuit. Moi, je démarre à 7h30. Vous prenez un petit déjeuner avant? Je prends un petit café là-bas. Je prends un petit café et puis c'est bon. Voilà. Bonne nuit. Demain, Franck reprendra la route et sa course contre la montre. Avec 700 km au compteur, il est à la moitié de son parcours. Il lui reste plus de 900 km à parcourir, en 2 jours. Dégradation des conditions de travail, concurrence déloyale.
Des maux dont souffrent aussi les taxis. Ils sont 18 000 à Paris, 55 000 dans toute la France. Obtenir les diplômes, acheter un véhicule et une licence qui peut coûter jusqu'à 250 000 €. Un investissement énorme, mais de moins en moins rentable. Car aujourd'hui, ils doivent partager leurs clients avec des taxis clandestins et des sociétés de chauffeurs privés de plus en plus nombreux. En colère, ils manifestaient encore récemment. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Le Bourget, région parisienne. Il est 10 h. Un café pour moi et un petit crème. Ossine est taxi depuis 25 ans. Comme tous les matins, il vient ici prendre son café avant d'entamer une journée marathon. Pour gagner sa vie, il va devoir faire une vingtaine de courses avant 22 h. Souvent, le temps de boire un café, le RER à côté, je prends des courses ici directement. Parce qu'il y a souvent des pannes, des trucs comme ça. Et comme il n'y a pas de station... Aujourd'hui, pas de panne ni de grève de RER. Les clients ne se bousculent pas. Ossine en profite pour aller faire, comme 3 fois par semaine, le plein d'essence. C'est la moins chère de tout le quartier. Ça vaut le coup quand même. Regarde. Pas de petites économies. Ossine n'hésite pas à faire un détour pour venir dans cette station où l'essence est moins chère qu'ailleurs. C'est un gros budget, tu vas voir là, ça. Déjà, regarde, c'est presque 100 quand même. Hein. On va bientôt à 60 litres, 80 €. Bah là, je suis parti pour 2 jours, quoi. En moyenne, il dépense près de 1 000 € chaque mois en gasoil, dont une partie s'envole dans les bouchons. Car chaque jour dans Paris, c'est le même problème. C'est 40% de notre temps de travail. Là, on a perdu quoi? On a perdu une demi-heure, ça. Et tu vois, on n'est même pas arrivé à la porte de la chapelle. Là. Et ça, le compteur, il est libre. Il n'y a pas d'euros qui rentrent là. Ossine conduit 11 heures par jour, le maximum légal. 11 heures durant lesquelles il doit rester très vigilant et supporter une clientèle de plus en plus exigeante. On est obligé tout le temps d'être dans la réponse à la demande du client, quoi. Tout le temps. Tant qu'on n'a pas arrêté la voiture, tant qu'on n'est pas arrivé à la maison, eh ben, on est dans le stress de se dire est-ce que ça va bien se passer, quoi. Ça peut dégénérer soit une bagarre ou la pire pour un chauffeur, c'est que le client ne dise rien, mais il prend la plaque d'immatriculation et il peut écrire à la rue des Morillons, parce qu'on a une commission de discipline, hein. Il peut écrire à la rue des Morillons pour dire que ce chauffeur l'a volé, l'a trimballé, à cause de lui a raté son train, son avion. Il y en a même qui peuvent demander des dommages et intérêts. Une commission susceptible de lui interdire d'exercer pendant une durée déterminée, qui dans les cas les plus graves peut s'étendre jusqu'à 2 ans. Pour lutter contre ce stress et garder le sourire jusqu'à la fin de son service, Ossine a donc mis en place une stratégie commerciale étonnante qu'il applique dès sa première course. Charles de Gaulle à l'aéroport? Ouais. Ouais, ok. Allez, vite. Let's go. Ça va les gars? Ça va, ça se passe. Un peu de musique? Oui, si vous voulez, si vous avez musique. Si tu chantes, tu payes, je te fais 10% de réduction. Ok, allez. Drôle de pari, mais ça va marcher. Pour 10%, les clients se prêtent au jeu. Si Ossine est prêt à faire des promotions, c'est parce qu'il ne vit pas son travail comme un simple business. Son métier, il l'a dans le sang. Franchement, j'ai pas l'impression de bosser comme ça. J'ai l'impression de transporter des amis. Ah, la différence, c'est qu'à l'arrivée, ils payent. Ça va, monsieur? Ça se passe bien pour vous? Hein? Non, même, franchement, vous préférez avoir un taxi comme ça qu'un taxi... Regardez, je fais le taxi normal. Voilà. Ah, c'est Noël. Ah, oui, c'est bientôt Noël, là. Je peux pas tenir. Je
peux pas tenir. Ah là 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 là. Après 20 minutes de route animée, arrivé à Roissy. Ça vous fait 29,80 avec un bagage. 29,80 avec le bagage. Il est midi et Houssine n'a fait qu'une seule course. Pour faire une journée correcte, il devrait déjà en avoir réalisé au moins 4. Pourtant, il préfère repartir à vide. Car s'il voulait reprendre de nouveaux voyageurs, il serait obligé de rejoindre cette base arrière surnommée Guantanamo. Ici, entre 8 et 10 000 taxis font la queue pour accéder aux arrivées. Aux heures de pointe, ils peuvent y rester 3 heures, voire plus. Pour éviter cette attente, certains chauffeurs trichent et racolent illégalement les clients directement dans l'aéroport. Ce sont les taxis clandestins. Nous avons joué les touristes étrangères pour constater ce phénomène en expansion. En caméra cachée, nous nous mêlons aux voyageurs fraîchement débarqués. Très vite, nous sommes repérés par un groupe d'hommes qui racolent. Taxi? Taxi? Yes. Where are you going? Moulin Rouge. To Paris? Yes. Cet homme en costume nous dit être taxi. 80 euros to go to Moulin Rouge. Il nous demande 80 € pour nous déposer dans le quartier du Moulin Rouge au nord de Paris. 2 fois le prix d'une course normale dans un vrai taxi. Outside. My car outside. Yes, your car is outside. Nous suivons cet homme qui semble habitué des lieux. À l'extérieur, nous nous retrouvons sur un parking, où un autre taxi clandestin nous aborde à son tour. 90 € la course et l'on peut même payer en carte bleue. Mais le premier racoleur vient vite nous récupérer, pas prêt à lâcher sa proie. Il nous conduit au bout du parking, vers cette voiture. Pas de lumineux de taxi sur le toit, mais un confort parfaitement adapté au transport de personnes. À son bord, un homme déjà au volant. C'est lui qui va nous conduire à Paris. L'un racole les clients dans l'aéroport, l'autre attend dans la voiture. Une stratégie bien rodée pour rester le plus discret possible. Pour faire la chasse à ce travail dissimulé à Roissy, une brigade spécialisée patrouille quotidiennement. Ce sont les Boers. Ils contrôlent l'ensemble de l'aéroport, des terminaux au parking souterrain. Nous, on a constaté les faits. Vous présentez papier, s'il vous plaît, monsieur. Contrôle, surveillance, immobilisation des véhicules. Les policiers traquent sans interruption les faux taxis potentiels, comme cet homme. Avec mon collègue, on va voir ça. Qu'est-ce que vous faites par ici, monsieur, aujourd'hui? Je suis venu chercher la famille. C'est de la famille. On était pas c'est de la famille. C'est de la famille de quoi? De votre père, de votre mère, c'est quoi? Non, c'est la famille à ma mère, c'est des cousins. C'est de la famille quoi? C'est la famille à ma mère, c'est les cousins. C'est des cousins de votre mère? Ah oui. L'excuse est un classique du genre. Tous les faux taxis prétendent transporter des amis ou de la famille. Donc monsieur, vous nous dites que ces gens, vous les connaissez, vous leur proposez pas un service de transport? Oui. Moyen en finance. C'est ce que vous nous dites. On est d'accord? S'ils nous disent le contraire, on fait comment? S'ils nous disent le contraire, on va faire comment, monsieur? Vous le connaissez pas, ce monsieur? Très bien. Tu te gares un peu plus loin, on va approfondir le truc. Pour Fred, le policier, il n'y a plus de doute. L'homme est bien un taxi clandestin. Pour pouvoir arrêter ces faux chauffeurs, les Boers ont besoin de les surprendre en flagrant délit. Un de leurs atouts, allez, merci. L'accès libre à tout l'aéroport, même sous les toits. D'ici, ils voient clairement les hommes racoler les touristes. Chaque hall, chaque sortie est investie par ces faux taxis qui guettent, mais se savent aussi sous surveillance. C'est vrai qu'ils nous suivent régulièrement. Ils savent, à chaque fois où on contrôle ou on interpelle, ils le savent. Donc c'est-à-dire qu'ils vont sur notre terminal. Donc c'est très difficile pour nous de pouvoir interpeller, d'avoir cet effet de spontanéité, parce que c'est très confiné l'aéroport et du coup c'est très facile pour eux de suivre notre voiture, malgré qu'elle soit banalisée, ou de suivre des effectifs de loin et puis de leur dire ils sont sur tel terminal, si vous voulez travailler tranquillement, il faut aller sur l'autre terminal. Un jeu de cache-cache quotidien. Cet après-midi, dans le collimateur de la police, un racoleur qui traîne dans l'aéroport depuis 2 jours. Ouais, avec la veste marron, au téléphone. Keta. L'homme racole des clients et les emmène sur le parking. Pour intervenir, Fred attend qu'il passe à l'acte. Le flagrant délit constaté, tout va alors très vite.
Fred rejoint ses collègues à l'extérieur. Ils ont arrêté le chauffeur au moment de partir. Dans cette voiture, l'homme venait de prendre en charge une femme et sa fille. La cliente ne s'est aperçue de rien. Je sortais juste avec mes bagages et je cherchais le panneau taxi. Bon, ça, il ne le savait pas. Il m'a tout de suite dit taxi. Il m'a proposé 80 € pour aller à Puteaux. J'ai l'impression que c'est quand même un peu cher, mais bon, c'est vrai que je me suis... il m'a dit, avec les embouteillages, et je sais qu'à cette heure-là, il risque d'avoir des embouteillages, ça peut aller de 70 à 110, donc là, je vous offre un prix fixe, même s'il y a des embouteillages, ce sera ce prix-là. 80 € pour faire 30 km, le double du tarif moyen d'un vrai taxi. Visiblement, l'homme n'en est pas à sa première arrestation. Vous savez ce que vous risquez là? Ouais, une amende. Ça va rien changer. Hein. Vous allez recommencer? Je vais la payer quoi l'amende? Ce qu'ils font là, c'est dégueulasse. L'exercice illégal de l'activité de taxi est un délit. Il encourt 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Une amende qui ne dissuade pas la récidive. Et pour cause, avec 2 ou 3 allers-retours par jour, ces hommes se font entre 3 et 4 000 € par mois. Malgré ces sanctions, le travail illégal continue. Ils sont une petite centaine à racoler chaque jour dans l'aéroport. En 3 ans, plus de 500 taxis clandestins ont été interpellés sur Roissy. Retour dans la cabine de Franck. Le routier est à mi-parcours. Lui aussi connaît une concurrence féroce et ses patrons n'hésitent pas à le lui rappeler. Pour rester compétitif, tout est surveillé au centime près. Premier poste visé, le gasoil. Franck doit adapter sa conduite en permanence pour ne pas trop consommer. Mon patron voudrait que je consomme beaucoup moins de gasoil. C'est une obsession et il nous stresse avec sa consommation. Toujours pareil, je le comprends, je comprends très bien le prix du gasoil, je comprends très bien les coûts qu'il a, mais d'en venir à un stress pareil, c'est horrible. C'est pas évident, quand on est en pleine charge, comme là, à presque 100% du temps, d'être à des moyennes raisonnables sur une nationale. En plus de sa consommation de gasoil, le patron de Franck surveille de très près ses itinéraires. Encore par souci d'économie, il lui impose d'éviter au maximum les autoroutes. Et pour s'assurer que Franck coopère, il le surveille grâce à un boîtier vissé sur le tableau de bord. J'ai pas le choix puisqu'on me demande de prendre la nationale un maximum. Partout où on peut la prendre, on doit la prendre. Ils ont une alarme à la boîte chez nous, dans les bureaux, et si moi je prends cette fameuse autoroute, on m'appelle et on me demande qu'est-ce que tu fais sur l'autoroute. Voilà. Ah ben la géolocalisation, c'est du flicage, ça c'est clair. En 4 jours, Franck ne va quasiment pas prendre l'autoroute. Comme de nombreux routiers, pour raccourcir son parcours, il traverse ainsi des routes nationales, départementales, et finit parfois même dans ces petits villages de campagne. Le moment qu'il appréhende le plus, lorsque le jour ne s'est pas encore levé. On ne veut pas se croiser avec un autre camion parce que les petits villages comme ça, on ne se croisera pas. Hein. Bah, c'est vraiment petit quand même. Hein. Une grosse prise de risque pour gagner 30 km. Car pour Franck, la course contre la montre s'accélère. Il a déjà parcouru plus de 800 km en 3 jours. Il lui reste 24 heures pour faire les 800 derniers. Sur des routes étroites, de nuit. Quasiment impraticable pour ces 40 tonnes. La peur de l'accrochage au moment de croiser un autre camion est en permanence dans son esprit. Messieurs, bonsoir. Pour protéger les routiers ou les secourir, quelques brigades spécialisées. Le capitaine Jean Sousse et ses équipes font partie de la compagnie CRS autoroutière d'Aquitaine. Ce samedi soir, ils vont patrouiller sur l'autoroute. La pluie abondante rend la chaussée glissante. L'équipe compte se concentrer sur les contrôles et la prévention. Mais au moment de partir, tout bascule. Le capitaine a reçu un appel. Un accident vient d'avoir lieu sur l'autoroute. Donc là, apparemment, on a un poids lourd qui s'est mis en portefeuille sur
Au niveau de la descente de Bouliac, c'est une descente particulièrement dangereuse, ce secteur autoroutier bordelais. Et là, lorsqu'il pleut, bien entendu, il faut rouler très doucement, parce qu'il y a facilement plus de 6% de pente au niveau de cette voie. Donc apparemment, il y aurait un véhicule léger qui serait aussi en cause dans cet accident. Quelques minutes leur suffisent pour arriver sur les lieux. L'autoroute a été bloquée. Sur place, le SAMU est déjà là et les pompiers sont à pied d'œuvre. L'accident est spectaculaire. Vous vous positionnez là? À peine un pied au sol, le capitaine déploie ses hommes. Donc, donc vous là et quoi faire à côté? Ok, parfait. Dans cette descente, le camion roulait trop vite. En voulant freiner, la remorque a glissé et s'est couchée sur la chaussée. Avec la pluie et le manque de visibilité, une voiture qui le suivait n'a pu s'arrêter à temps et a percuté le camion de plein fouet. À son bord, 2 jeunes étudiants qui s'en sortent miraculeusement. On n'avait pas du tout vu le poids lourd parce qu'on voit pas grand chose. Et donc du coup on est rentré à 90 en plein dans le camion, quoi. Donc on a eu de la chance. Comment vous vous sentez là? Ben, sur le coup, j'étais pas très bien, mais là ça va. J'estime que j'ai de la chance, quoi. Ça aurait pu être pire. Le chauffeur du poids lourd est choqué mais également indemne. Pour le capitaine, l'objectif désormais est de remettre la circulation en marche le plus vite possible. Car dans quelques heures, des milliers de Bordelais vont arriver sur la rocade pour se rendre à leur travail. Dépanneurs, pompiers, voiries, une trentaine d'hommes et des moyens très importants sont mobilisés sur cet accident. Et en général, les poids lourds restent sur leur roue. Là, effectivement, c'est assez rare d'avoir un poids lourd qui se couche et avoir la remorque en portefeuille. Donc, on est obligé d'utiliser la grue. Ce routier espagnol transportait des ailes de poulet en provenance d'Angleterre. Conduisait-il sous la pression de son patron? Une chose est sûre, l'homme était en excès de vitesse, de nuit sur une chaussée glissante. Des risques inconsidérés pour livrer une marchandise désormais perdue. C'est encore une fois de plus l'expression d'une négligence de la part de certains chauffeurs routiers qui cèdent à des impératifs économiques et au mépris de la sécurité routière, de leur propre sécurité, de la sécurité donc, des autres usagers de la route. Donc je dirais que c'est plusieurs victimes à la fois et c'est toujours navrant de voir un tel spectacle. Il faudra près de 7 heures pour établir la circulation. De la main-d'œuvre, des travaux et un dépannage coûteux. En tout, plus de 8 000 € ont été dépensés pour réparer l'imprudence de ce routier. Mais parfois, les accidents de poids lourds sont beaucoup plus dramatiques. Il y a un mois, Céline Pianezzola a perdu la vie au volant de son camion. À 33 ans, cette jeune mère de famille était chauffeur poids lourd près d'Avignon. Elle laisse derrière elle un immense vide pour ses parents. Ses 2 petits garçons, Charlie 9 ans et Martial 5 ans. Pour son mari David, en plus de la douleur, il va falloir vivre hanté par des doutes insupportables. Elle a fait cette route pendant 7 ans. Il y avait de la neige, de la glace, il y avait des coups de tempête chez nous, il y en a du Mistral, du diable, de la pluie comme c'était pas permis. Il n'y a jamais rien eu. Même pas un accrochage. On sait juste qu'elle était sur la voie de droite, elle a tapé le muret central, et du muret central, elle a rebondi totalement à droite pour se coucher sur la chaussée et la cabine tomber dans le fossé. Voilà, à droite. Donc en fait, elle a fait un triangle, et au milieu du triangle, il y a le camion polonais. En effet, cette nuit-là, un poids lourd immatriculé en Pologne roule très lentement sur la bande d'arrêt d'urgence avec un pneu crevé. Est-ce qu'il avait bien mis ses warnings? Est-ce qu'il était même, je reviens même à me demander, est-ce qu'il était éclairé, quoi? Ou est-ce qu'il était dans la pénombre absolue et puis qu'elle l'a vu au dernier moment et qu'elle a donné ce coup de volant fatidique pour pouvoir l'éviter, quoi? Les questions restent nombreuses. Le procès pourra peut-être répondre aux doutes de David. Mais quelle qu'en soit l'issue, pour lui et sa famille, la blessure reste ouverte. Tous sont condamnés à apprendre à vivre sans Céline. Je n'arrive pas à me défaire d'un nœud à l'estomac jour et nuit. Ça me gêne pour vivre, ça me gêne pour manger. Mais je sais pas.
Je ne sais pas ce qu'il pourra... Je lutterai autant que je pourrai parce qu'il y a les petits-enfants, il y a David, il y a mon fils, le reste de la famille. Mais en fait, la vie, elle n'a plus aucun sens, elle a perdu toute valeur. C'est une sensation curieuse, quand même. Moi, ce qui me choque le plus maintenant, c'est la porte là, jamais plus elle sera là. Jamais elle la franchira. Et ça c'est ce qui me fait mal. Chez ce dépanneur, près de Montélimar, nous avons retrouvé le camion de Céline. Jean-François Pascal était en service le jour de l'accident. C'est lui qui a transporté l'épave du camion jusqu'ici. En 30 ans de dépannage, il reconnaît avoir rarement vu des accidents aussi impressionnants. Voilà le tracteur. Parce qu'elle est passée par-dessus les barrières en béton de sécurité, qui a éventré la semi et bon, écrasé la cabine. Et en plus, quand la cabine est tombée en contrebas de l'autoroute, il y avait des arbres en bas qui n'a pas facilité, qui a aggravé le choc, quoi. Et une fois que la conductrice a été désincarcérée, nous on a relevé le camion et évacué jusqu'au garage. Il ne reste plus qu'un amas de tôle qui témoigne de la violence du choc. Le chauffeur polonais est désormais retourné chez lui. Sans caméra de surveillance, l'enquête risque de ne pas permettre d'établir les circonstances exactes de l'accident de Céline, disparue violemment sur la route. Pour Franck, c'est la fin de la semaine. Dernier arrêt à Angoulême avant de reprendre la route pour rentrer chez lui. Il a parcouru près de 1600 km en 4 jours, a livré dans les temps et respecté les itinéraires. Une fois de plus, il a accompli sa mission. Mais avant de nous quitter, il nous livre un dernier secret sur ses conditions de travail. On a des commentaires sur les moyennes de gasoil. Bon, mauvaise moyenne en septembre, bon, voilà, mauvaise moyenne en septembre. Trop élevé cette semaine. Faut-il vraiment diminuer? Ah oui, il faut que je diminue les prises d'autoroute. Là, le gasoil était bon, mais il a fallu un commentaire quand même sur les autoroutes, parce que sinon... Ces papiers, Franck les reçoit chaque fin de mois. Un contrôle approfondi de sa conduite, agrémenté de commentaires plutôt désagréables. J'ai mes petites notes comme à l'école. J'ai des bons points. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de bons points, par contre. J'ai plutôt des... J'ai pas encore de punition. C'est déjà pas mal. Ça fait plaisir quand on a fini une semaine, qu'on a bien travaillé, on croit qu'on est content de nous, quoi. Eh ben non, ça suffit pas encore. Un comportement qui mine beaucoup Franck. Et son cas est loin d'être isolé. Des milliers de routiers français sont surveillés au quotidien. Contrôle de la consommation de gasoil, flicage des itinéraires, remarques sur la conduite. Cette course à l'économie pousse trop de sociétés de transport à malmener leurs chauffeurs. La main-d'œuvre étrangère low cost serait-elle en train de faire mourir le transport français, à l'image du fameux plombier polonais? Ossine, lui, est artisan. Il n'est pas soumis à la pression d'un patron, mais au stress lié au manque de clients. Pour le taxi, c'est l'heure du déjeuner. Par amour pour son métier, il prend sur son temps libre pour former de jeunes conducteurs. La relève des taxis parisiens. Je suis inscrit dans toutes les formations. Toi, tu as formé Samir pendant combien de temps? 10 semaines. En vérité, je l'ai formé en 2 semaines, parce que les 6 premières semaines, il ne comprenait rien du tout. Je m'arrachais les cheveux. Et là, je suis apte ou pas? Ah bah oui que t'es apte. Hein? Raconte-moi un monument. Les Invalides. Les Invalides. C'est qui est enterré aux Invalides? Monsieur Napoléon. Ah, bien. Voilà, Napoléon. Grand monsieur. Voilà. Tiens, les Champs-Élysées, ils mesurent combien? 1,9 km ou 5 km 9? 1 km 9, n'est-ce pas? 1 km 9. Ils ne connaissent pas encore toutes les réponses. Ossine, lui, en 25 ans de métier, est devenu un vrai guide touristique spécialiste de Paris. Il est 14 h, le compteur n'a pas trop tourné. Petit tour sur l'avenue des Champs-Élysées pour trouver une course. Des clients.
Allez, vas-y, come on. Bonjour, montez. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal Hein, celle-là. vous savez qu'on est là. Hein? Vous êtes de quelle région, messieurs? Oh non, des Suisses. Oh là là. Comme à son habitude, Ossine joue le guide. Mais cette fois, il a affaire à des adversaires redoutables. Vous savez pourquoi on a mis l'obélisque de la Concorde, l'obélisque ici? Oui, parce que Napoléon l'a volé en Égypte. Pardon? Parce que Napoléon l'a volé en Égypte. Non. Comment non? Non. Mais bien Il y sûr. a deux versions, monsieur. Les Égyptiens disent qu'on leur a volé. C'est pas vrai. C'est le roi d'Égypte qui l'a offert à la France, n'est-ce pas? Parce que Champollion, il a déchiffré comment lire les hiéroglyphes. Et aussi parce qu'on les a beaucoup aidés pour les chemins de fer. Et la légende dit... Vous êtes sûr que vous êtes toujours de la bonne époque? Non, mais j'en rajoute un petit peu. Hey, tu vas pas me casser mon truc, hein, derrière. Je me rappelle pas que Napoléon fait du chemin de fer, moi. Non, mais il obélisque un petit peu. Attendez. Ossine semble très décontracté. Pourtant, son compteur n'a enregistré que 8 courses depuis ce matin. Il est 18 h, il va devoir enchaîner les clients pour atteindre son objectif d'une quinzaine de trajets avant 22 h. Car les temps sont durs pour les taxis parisiens. En plus du manque de clientèle, ils doivent aussi lutter contre une concurrence toujours plus agressive. Certains d'entre eux n'hésitant pas pour s'en sortir, à flirter avec l'illégalité. Pigalle, un samedi soir. Bar, club, boîte de nuit. Le quartier est très fréquenté par les touristes qui viennent ici s'amuser et se mélanger aux noctambules parisiens. Mais en fin de soirée, quand le dernier métro est passé, c'est la ruée vers les taxis, trop peu nombreux à cette heure-ci. C'est vite l'anarchie. Les taxis chargent les clients n'importe où, ce qui est illégal, et délaissent ceux qui font patiemment la queue aux stations. Alors souvent la tension monte, et les clients s'énervent. Tous les soirs, c'est la même chose. Moi, je n'étais pas là, je pense savoir c'était qui. Moi non plus. Mais tous les soirs, c'est la même chose. Je suis en train de parler avec les gens là. Parler à lui, moi, je suis moi. Mais je veux pas agresser les gens. Mais à un certain respect quand même. Là-bas, regardez. L'arrêt, elle est là. Je vais quoi? Je vais agresser l'autre là-bas? Je fais quoi? Bon, monsieur, c'est la police. Le monsieur, il aimerait bien rentrer chez lui rapidement. Allez-y, monsieur. Bonne soirée. Merci. Philippe fait partie des Bowers. Avec ses collègues, il traque chaque nuit les taxis en infraction en se mêlant à la foule. Car certains d'entre eux se croient tout permis. Bonsoir, monsieur. On vous dérange pas trop? Au téléphone, en train de prendre des clients. Prenez les clients en charge et vous quittez les lieux. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Un petit contrôle de police. Vous descendez du véhicule, s'il vous plaît? Visiblement, certains taxis choisissent leurs courses ou leurs clients pour ne sélectionner que les longs trajets beaucoup plus rentables. Un acte illégal et qui ne s'observe pas qu'à Pigalle. À quelques kilomètres de là, dans les beaux quartiers, des clients attendent à cette station. Même stratégie, Philippe se fait passer pour un client et rejoint la queue. Quelques minutes suffisent pour constater à nouveau un refus de prise en charge. Bonsoir. Pourquoi il veut pas vous prendre? Je sais pas. Il vous a vu, apparemment, il veut pas. Ah, s'il nous a vu, il veut pas? Apparemment, il pense que c'est l'inspection. Ouais, on va le contrôler. Ah, ce monsieur a fait un signe de négation à un client qui a besoin de ses services. Le client a vu que le taxi était libre puisque son lumineux était éclairé au vert. Malheureusement, quand il nous a vus, il a refusé de prendre le client, tout simplement parce que son appareil rodateur qui est situé à l'arrière n'est pas programmé. C'est-à-dire qu'il travaille en dehors de ses heures de service. Le rodateur enregistre les heures de service, mais certains l'éteignent pour effectuer des courses supplémentaires non déclarées. Un extra qui va coûter cher au chauffeur. Il écope de 2 amendes, soit 120 €. Et pour refus de prise en charge, il risque jusqu'à 1 500 € de plus. La sanction passe mal. Vous pensez qu'à chaque fois on prend un client, on fait un butin de course là? Arrêtez là. Comment? Je viens de finir mon service, ok? Maintenant vous faites votre travail, laissez-moi tranquille, je peux rentrer chez moi. Point, c'est tout. D'accord. Ok. De toute façon, il est en tort et il le prend mal. C'est normal, hein, j'ai envie de dire. C'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est qu'ils nous craignent plutôt. Donc forcément, quand on les attrape, ils sont pas contents d'être attrapés. Mais quand on travaille contre les taxis clandestins, ils sont contents qu'on soit là. Chaque soir, les Bowers interpellent des dizaines de taxis en infraction. Heures supplémentaires ou refus de prise en charge. Dans Paris, certains n'hésitent pas à contourner la loi au mépris des clients,
qui attendent parfois plusieurs heures les soirs de week-end. Une attente parfois agaçante. Ça va? Ces deux femmes cherchaient un taxi depuis une demi-heure. Bien, bien. Vous attendiez depuis longtemps? Depuis longtemps. Mais elles ont de la chance, c'est Ossine qui les prend en charge. Et il va vite leur faire oublier la demi-heure passée dans le froid. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Ah, ça marche à tous les coups. C'est Enrico. Mais fini de rire. Ossine, aujourd'hui, n'a assuré que 12 courses. Or, pour gagner sa vie, il doit faire au moins 250 € par jour, soit une quinzaine de courses. Alors, il va se rendre aux endroits stratégiques de la capitale. Donc là, on va essayer de se balader du côté de la Tour Eiffel pour essayer de choper un client là-bas. Quand on pense que c'est l'un des monuments les plus visités au monde, vous voyez tous les taxis qu'il y a. Franchement, ça fait 25 ans que je fais le taxi. C'est la première fois depuis que je vois un mois d'octobre ou novembre aussi calme, comme on dit dans le taxi. Donc je me suis mis ici et j'espère que dans les 5-6 minutes, j'aurai un client. Quoi. La preuve, ça avance doucement, doucement. Après 20 minutes d'attente, des touristes russes arrivent. Pari gagné pour Ossine, qui va essayer de sauver sa journée. Demain, comme tous les jours, il reprendra son combat. Ossine, Fred, Franck, tous sont devenus des forçats de la route. La dégradation de leurs conditions de travail, les encourageant à repousser chaque jour un peu plus leurs limites. Ils risquent leur emploi, leur permis de conduire, et parfois même leur vie pour un maigre salaire. Car le danger n'est jamais loin. En 2012, 3700 personnes ont perdu la vie sur les routes de France.